Donc là, vous voyez, quand vous perdez 10 mm sur une décade, ça veut dire qu'en 50 ans, vous en avez perdu 50. Donc vous êtes déjà en train de parler de variations qui ne sont pas totalement ridicules au regard des quantités qui tombent naturellement. Alors regardez où ça s'est déjà asséché. Eh bien, on retrouve notre bassin méditerranéen, mais on retrouve aussi peu ou prou toutes les zones sur lesquelles les modèles disent et ont toujours dit qu'il devait y avoir de moins en moins de précipitations dans le cadre d'une augmentation de l'effet de serre. Soit dit en passant, c'est à ce genre de signal qu'on reconnaît la marque de l'effet de serre dans le changement déjà constaté. Ce n'est pas juste une affaire de soleil. Donc si M. Courtillot avait raison, il serait infoutu d'expliquer, indépendamment du fait qu'il fait des erreurs d'un facteur 4 sur la surface d'une sphère, on serait infoutu, non c'est authentique, on serait infoutu d'expliquer ce genre de structure spatiale sur l'évolution des précipitations qui ne pourrait pas être provoquée simplement par une augmentation de l'insolation. Les précipitations, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le bassin méditerranéen ont lieu essentiellement en hiver, l'insolation arrive essentiellement en été. Donc si c'est juste l'insolation qui provoque l'élévation de température, ça ne vous explique pas pourquoi c'est surtout en hiver que vous constatez la différence sur le cycle de l'eau, etc., etc. Donc vous voyez que vous avez ce mouvement du changement climatique déjà à l'œuvre sur le pourtour du bassin méditerranéen, mais également ailleurs. Or ailleurs, vous êtes soit dans, soit près d'un certain nombre d'exportateurs historiques de céréales. L'Australie du Sud, si j'arrive à retrouver ma souris, voilà, exporte des céréales. La Russie et l'Ukraine exportent des céréales. Alors là, ça ne s'achète pas trop pour le moment. Là, ils n'en exportent pas beaucoup. La Méditerranée n'en exporte pas beaucoup non plus, le Sahel pas vraiment. Par contre, la partie sud des États-Unis, la Corn Belt, ça oui, l'Argentine aussi, ici, ils n'en exportent pas beaucoup. Mais vous avez quand même des zones là-dedans qui sont des exportateurs de céréales. Ceci a aussi un lien avec cela. Alors si je prends le cas particulier du bassin méditerranéen, voilà comment évoluent les précipitations d'hiver depuis un siècle, en gros, et vous constatez sur la deuxième moitié du XXe siècle et la première moitié une tendance très nette. Encore une fois, il y a une variabilité naturelle du climat. Tendance très nette à la diminution des précipitations, qui est la marque, déjà, d'un début de changement climatique. Cet abaissement des précipitations va vous introduire un facteur limitant dans la croissance des végétaux. Vous avez deux facteurs limitants dans la croissance des végétaux, vous en avez trois même. Vous avez la température, vous avez les précipitations et vous avez la teneur en CO2. C'est pour ça que quand vous voulez faire pousser des tomates rapidement chez les Bretons, vous les mettez sous serre, histoire d'avoir une température qui est toujours optimale. Vous enrichissez l'atmosphère en CO2, ce qu'ils font avec du gaz, et à ce moment, et vous les arrosez à qui mieux mieux, et à ce moment, vous avez des tomates qui poussent très vite, parfaitement insipides, soit dit en passant, mais en tout cas, elles poussent vite. Ouais, elles sont insipides. Et donc, vous avez ici l'application d'un facteur limitant qui va commencer à s'exercer à plein sur le pourtour du bassin méditerranéen, à savoir la pluviométrie. Du coup, vous avez ça. Alors ça concerne la Syrie. Je ne vous ai pas montré toutes les courbes pour tous les pays, mais le raisonnement s'extrapole assez facilement. La population syrienne, depuis 1960, est passée de 5 à 22, 23 millions d'habitants. Elle a fortement augmenté. Vous voyez que dans le même temps, la production céréalière du pays a également très significativement augmenté, alors avec évidemment une variation annuelle, mais elle colle à la population. Alors là, soit dit en passant, vous avez déjà un premier effet de l'énergie abondante, puisque c'est grâce à l'énergie abondante qu'on a pu mécaniser l'agriculture et fournir à vitesse accélérée des engrais azotés qui sont fabriqués à partir de gaz, il a beau être naturel, c'est quand même une énergie fossile, et des phosphates et de la potasse, qui sont le résultat d'une industrie minière qui, elle aussi, voit sa productivité augmenter quand vous avez des pelleteuses et des excaveuses qui peuvent fonctionner avec du diesel pour remplacer les gens avec des pelles et des pioches. Donc, l'augmentation de la productivité agricole dans le monde, en règle générale, pas qu'en Syrie, mais en règle générale, doit beaucoup à l'arrivée des combustibles fossiles comme auxiliaires des agriculteurs, ce qui a permis d'augmenter de manière très significative la production à la fois rapportée à l'hectare et rapportée à l'individu qui travaille. Rapportée à l'individu qui travaille, soit dit en passant, elle a augmenté encore plus que rapportée à l'hectare. Mais à un moment, ça ne suffit plus. Et vous voyez ici un décrochage très net au milieu des années 2000 en Syrie. Qu'est-ce que ça signifie? Comme les gens sont toujours là, sinon la population baisserait en même temps, donc les famines ne sont pas là, sinon les gens mourraient. Et si les famines ne sont pas là alors que la production baisse, c'est que la Syrie trouve les moyens d'importer ce qui lui fait défaut.
Alors ces importations, pendant très longtemps, n'ont pas eu lieu en Syrie. Hein. La Syrie était autosuffisante sur le plan céréalier. À partir de 2007, elle a besoin d'importer. Or, il se trouve, mauvaise nouvelle pour la Syrie, que c'est à partir de 2007 que le prix des aliments se met globalement à augmenter dans le monde, à la suite de deux effets qui vont se cumuler. Le premier effet, c'est que vous avez eu de tout temps une indexation du prix des céréales sur le prix du pétrole. Vous voyez ici très bien l'augmentation des prix des aliments au moment des premiers chocs pétroliers, puis ça redescend, c'est stable, et au moment du choc qu'on a connu entre 2000 et 2008, vous voyez le prix des céréales remonter. Ça n'est pas juste un effet inflationniste dû au fait que vous avez besoin de mettre du diesel dans un tracteur. Si vous faites le calcul de cette manière, ça ne boucle pas. D'accord ? C'est-à-dire que la part du carburant qui va dans le tracteur, dans le coût de production d'une tonne de céréales, ne vous explique pas pourquoi, quand le prix du pétrole double, vous avez le prix des céréales qui augmente de 60 à 80%. D'accord ? Ça ne boucle pas. Ça vous explique 10 ou 20% de la hausse, mais pas 80%. Ce qui vous explique pourquoi ça boucle, ça monte à la même vitesse, c'est que le marché mondial des céréales est opéré par des gens qui, d'une manière générale, opèrent sur tout un tas de commodités, pas seulement les céréales, le minerai de fer, le minerai de cuivre, le pétrole, le ceci, le cela. Et ils font ça avec de l'argent d'investisseurs qui, eux, sont complètement neutres sur la commodité dans laquelle ils investissent. Dit autrement, le type qui place son argent, qui investisse dans du pétrole ou des céréales, il s'en contrefout. Et à partir du moment où vous avez une commodité qui commence... à partir du moment où le pétrole commence à monter, le jeu d'allocation des actifs fait qu'à peu près toutes les autres se mettent à monter. Et inversement, quand le pétrole baisse, à peu près toutes les autres se mettent à baisser. Donc en ce moment, le prix des céréales baisse, parce que le pétrole baisse, mais vous avez aussi vu que toutes les matières premières, d'une manière générale, baissent. Alors il y a aussi un effet d'appel qui joue, mais il y a aussi cet effet-là, cet effet que je viens d'expliquer qui joue. Donc, au moment où la Syrie se met à devoir importer des céréales, pas de peau pour elle, le prix des céréales augmente. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de problème, elle n'a qu'à augmenter ses exportations. Oui, mais l'essentiel des exportations de la Syrie, et c'est là qu'on va retrouver notre pétrole, c'est du pétrole. D'accord ? La Syrie est pour l'essentiel un exportateur de matières premières. Alors les bonnes années, quand elle était en excédent de production céréalière, là, vous voyez, quand vous êtes plutôt ici ou plutôt ici, elle exportait aussi un peu de céréales, mais globalement, l'essentiel des exportations syriennes, c'est du pétrole. Or, ce que vous voyez très clairement sur ce graphique, c'est que la Syrie est passée par son maximum de production de pétrole en 2002, et je vous expliquerai dans pas longtemps du tout que le maximum de production de pétrole dans un pays donné est un objet qui est mathématiquement certain. Vous ne pouvez pas échapper au fait que dans une zone pétrolière, et soit dit en passant pour la Terre dans son ensemble, vous avez déjà eu, ça dépend des zones, un maximum à l'extraction annuelle de pétrole. La Syrie l'a connu en 2002, vous voyez 2002 c'est un tout petit peu avant le déclenchement des troubles, donc on ne peut pas dire que c'est Daesh qui a provoqué la chute. Là, je ne serai pas aussi affirmatif. Par contre, là, je le suis. Donc vous avez un pays qui doit faire face à des prix alimentaires qui augmentent, qui a des recettes budgétaires pour financer ou subventionner la hausse des aliments qui baissent, et il s'est passé en Syrie ce qui s'est passé en France en 1789. Les gens descendent dans la rue parce qu'ils ont faim. Et vous verrez un petit peu plus tard, je vais commencer après à faire, je vais m'échapper temporairement du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient plus exactement, pour aller sur des propos un peu plus larges, mais quand je reviendrai à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, etc., vous verrez qu'on va retrouver ce premier déterminant du changement climatique qui contraint la production locale, ce deuxième déterminant du recours aux exportations avec une explosion des prix des aliments importés, et un troisième déterminant qui est que pour des raisons énergétiques, là c'est les exportations de pétrole, ailleurs vous allez voir que c'est autre chose, vont vous supprimer des recettes à l'exportation, et donc vous provoquez une multiplication par 2 du budget alimentaire pour la moitié de la population, alors même que ce budget alimentaire pour cette moitié représentait déjà la moitié de ce que les gens gagnaient. Donc quand la population passe, vous êtes ici gras et bien nourri comme moi, donc si l'alimentation pour vous passe de 5 à 10% ou de 10 à 20% de ce que vous gagnez, ça va très bien. Vous allez un peu moins au cinéma et vous envoyez un peu moins de SMS. Vous allez un peu moins en vacances. Quand ce que vous avez probablement du mal à vous figurer dans cette salle, moi compris, parce que ça ne vous concerne pas, l'alimentation représente la moitié ou les 2 tiers de ce que vous gagnez, et que ce prix-là double, vous n'êtes pas en train de vous dire où est-ce que je ne vais pas partir en vacances.
Vous prenez les armes et vous descendez dans la rue. C'est très exactement ce qui s'est passé au Maroc, pas au Maroc, en Tunisie et en Algérie, je vais y arriver, en Tunisie et en Égypte. Et je vous dirai pourquoi ça n'est pas arrivé en Algérie et au Maroc. Mais avant, je vais élargir le propos et vous dire en quoi le pétrole dans son ensemble a aussi concerné le printemps arabe. Pour ça, je vais faire un petit rappel de maths, parce que après, je vais m'intéresser au pétrole dans le monde. La durée de constitution des stocks de pétrole, de charbon et de gaz que nous avons sur Terre, le temps caractéristique, c'est la dizaine ou la centaine de millions d'années. Vous avez sur Terre des stocks de charbon. Le charbon a été formé à l'ère du charbon. Exactement, il vient de végétaux qui ont poussé à l'ère du charbon, le carbonifère, des espèces de grandes fougères qui, après, ont sédimenté et ont donné un résidu qui s'appelle le charbon. Temps caractéristique de formation, 300 millions d'années. Donc le charbon, c'est parfaitement renouvelable si vous attendez 300 millions d'années, sinon, pas vraiment. Le pétrole et le gaz sont des restes sédimentés de plancton et d'algues, micro-algues, et le temps que les algues vivent, ça c'est pas très long, qu'elles meurent, c'est pas très long non plus, mais que les restes organiques qui vont précipiter sur le plancher océanique près des continents, parce qu'ensuite il faut enfouir ça sous des sédiments avec les apports alluvionnaires des rivières, c'est bien, et que la tectonique des plaques vous colle ça dans les tréfonds de la Terre, que ça vous cuise tout ça à petit feu, ça vous pyrolyse à petit feu, que ça vous exsude du gaz et du pétrole, qui viennent ensuite se loger dans les pièges, c'est-à-dire des roches poreuses situées au-dessus de la roche-mère, il faut compter de 50 à 100 millions d'années. Donc c'est pareil, le pétrole c'est parfaitement renouvelable, le gaz aussi si vous avez 50 à 100 millions d'années devant vous. Si vous ne les avez pas, c'est pas vraiment renouvelable. Comme vous, a priori, vous ne les avez pas et moi non plus, vous allez vivre quelques décennies si tout va bien, et que l'humanité, enfin quoi, les temps historiques de l'humanité, c'est maintenant 2-3 000 ans, ça va encore durer quelques milliers d'années si tout va bien, eh bien, à l'échelle des temps historiques, vous avez des stocks de départ en pétrole, en gaz et en charbon que vous pouvez considérer comme prescrits, c'est-à-dire fixés une fois pour toutes. D'accord ? Ils sont fixés une fois pour toutes, les stocks. Dit autrement, la quantité totale de ce que je vais pouvoir faire sortir de terre, en première approximation, entre moins l'infini et plus l'infini, a une borne supérieure. D'accord ? Une quantité finie, une borne supérieure. À partir du moment où j'ai une quantité donnée une fois pour toutes de choses extractibles du sous-sol, je ne peux pas, et ça se démontre mathématiquement très simplement, extraire cette ressource en quantité indéfiniment croissante du sol. Je ne peux pas, chaque année que Dieu fait, extraire un peu plus que l'année précédente. Je ne peux même pas extraire chaque année la même quantité, et ce, ad vitam aeternam. On est d'accord ? Pas possible. La seule chose que les maths m'autorisent en pareil cas, c'est que ma fonction d'extraction sera nulle si je remonte suffisamment loin dans le temps, nulle si je vais suffisamment loin dans le temps, et entre les deux passera par un maximum absolu qu'on a coutume d'appeler le pic. Et si je raisonne en termes strictement mathématiques, l'intégrale de ma fonction d'extraction, c'est-à-dire mon extraction cumulée sur la période, est au plus égale au stock extractible de départ. Et c'est justement parce que j'ai cette condition aux limites, qui est que mon stock extractible est au plus égal, que mon extraction cumulée est au plus égale au stock extractible de départ, que je suis capable de démontrer que c'est nul à moins l'infini, nul à plus, et que ça passe par un maximum absolu entre les deux qui s'appelle le pic. Ce que je viens de dire, soit dit en passant, est extrapolable, ou applicable plus exactement, à n'importe quelle ressource pour laquelle vous avez un stock de départ donné une fois pour toutes. Donc sauf à ce que les entrailles de la Terre nous transmutent à vitesse accélérée du silicium en fer ou du silicium en cuivre, ce qui n'est pas le cas, eh bien vous aurez un pic à l'extraction annuelle de minerais de cuivre, de minerais d'argent, de minerais d'or, de minerais de chrome, de minerais de tantale, de minerais de vanadium, de bauxite, etc., etc. Vous prenez tous les éléments du tableau de Mendeleïev qui nous intéressent et qui sont présents sous terre. C'est un objet qui se démontre mathématiquement. Vous aurez un pic à l'extraction annuelle de ces minerais. Le pic d'extraction annuelle d'argent ou d'or, je ne sais jamais, est probablement déjà passé. Celui de pétrole, il est en cours. Alors vous savez que quand on arrive au pic, ça c'est des maths, la dérivée s'annule. Tant qu'on n'y est pas, l'extraction croît,
donc la dérivée est positive, et quand vous arrivez au pic, la dérivée s'annule. Alors une première manière de savoir si on en est loin ou pas, est de savoir à quoi ressemble la dérivée sur un siècle et demi. Alors vous avez ici la réponse. Enfin, vous avez une approximation de la dérivée. Vous avez le taux de croissance annuel moyen de la production mondiale de pétrole depuis un siècle et demi. Alors en fait, ce n'est pas la variation annuelle, c'est une moyenne glissante sur 10 ans, parce qu'au tout début de l'histoire du pétrole, les variations annuelles étaient tellement amples que ça vous masque, ça vous fait une échelle qui rend la fin de la courbe illisible. Vous voyez qu'il y a un siècle et demi, avec des moyens d'extraction extrêmement rudimentaires, soit dit en passant, 4 planches et un coup de pioche, on arrivait à faire croître la production de pétrole de 15% par an. Petit aparté, je crois qu'il y a un théorème de maths, je ne suis pas sûr, mais il y a un théorème de maths qui dit que quand vous partez de zéro et que vous vous attaquez à l'extraction d'une nouvelle ressource, vous avez au début une courbe qui ressemble à une exponentielle avec un taux de croissance annuel très fort. Je crois, très vite. Donc, n'extrapolez jamais les taux de croissance annuels moyens qu'on constate aujourd'hui sur le solaire, l'éolien ou la vente de trombone. Vous ne les aurez pas pendant un siècle. Jamais. Donc, mais j'en reviens. Vous voyez le pétrole, pourtant c'est facile à extraire le pétrole, comparé à d'autres trucs. Au bout de quelques décennies, malgré une sophistication des moyens d'extraction, eh bien on tombe à 10% de croissance par an. Au bout de quelques décennies supplémentaires, malgré une encore plus grande sophistication des moyens d'extraction, on tombe à 5%. Et aujourd'hui, malgré la découverte miraculeuse du shale oil, qui est en fait un retour aux sources, c'est à près de zéro. Pourquoi je dis que c'est un retour aux sources, le shale oil? Le shale oil, c'est du pétrole et du gaz de roche-mère. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là où la géothermie, par le jeu de l'enfouissement des sédiments riches en matière organique, a cuit la matière organique et en a fait du pétrole et du gaz. Il y a un certain nombre de cas de figure où ce pétrole et ce gaz ne se sont pas échappés de la roche-mère où ils ont été formés. Mais s'ils ne s'en sont pas échappés, un, c'est que la roche n'était pas perméable, et deux, c'est qu'ils sont restés diffus dans la roche. Parce qu'au moment où le sédiment forme du pétrole et du gaz, c'est des petites occlusions, occlusion c'est plus grave, des petites inclusions de matière organique qui forment ce pétrole et ce gaz. Donc c'est diffus, donc c'est pas commode à collecter. Le shale gas est connu aux États-Unis depuis 2 siècles. C'est en 1824 ou 26 qu'on a mis en service, je ne sais jamais parce que je confonds toujours avec la découverte de l'effet de serre par Fourier, mais c'est en 1824 ou 26 que Fredonia, petite ville de la côte est des États-Unis, met en service un système d'éclairage au gaz de ville rudimentaire. Le gaz de ville en question est du shale gas, qui vient d'un gisement voisin. Donc le shale gas, c'est back to the future, c'est quelque chose qui est connu aux États-Unis depuis 2 siècles. La raison pour laquelle on n'y a pas touché jusqu'à maintenant, c'est que le gaz dit conventionnel est beaucoup plus facile à extraire. Donc tant qu'on n'a pas besoin d'aller taper dans un truc qui s'exploite mal, comme le shale gas, on n'y va pas. Ce que vous avez ici, en fait, ce n'est pas vraiment le taux de croissance de la production de pétrole, c'est le taux de croissance de la production de liquide. Il y a une petite différence entre les deux. Voilà la dite production de liquide dans le monde, cette fois-ci depuis un siècle. Qu'est-ce que vous avez dans les liquides, dans la nomenclature actuelle de l'Agence internationale de l'énergie? Eh bien, vous avez du vrai pétrole. C'est-à-dire que vous avez des choses qui sortent sous forme liquide ou qui, après traitement, sont liquides, les extra lourds et les tar sands, et vous pouvez enfourner ça dans une raffinerie et en produire des carburants, dont, soit dit en passant, 30% de ce qu'on appelle des middle distillates, dont du diesel. Donc, n'imaginez pas qu'on va se passer de diesel. Le diesel et le kérosène, c'est 30% de ce qui sort d'une raffinerie. Donc, sauf à décider qu'instantanément, la consommation de pétrole dans le monde est diminuée de 30%, diesel, il faut que vous en fassiez quelque chose. Si vous n'en voulez pas vous, c'est les voisins qui le prendront pour faire avancer les camions. Donc, vous avez ici ce qui sort, les liquides, mais vous voyez que ce qui permet d'avoir une courbe du haut qui soit fortement croissante, c'est autre chose que du pétrole, et notamment quelque chose qui est un résidu de distillation par le froid, qui s'appelle des liquides de gaz, et qui en termes chimiques, puisqu'on est dans une école qui s'occupe de chimie, ça devrait vous parler, c'est éthane, propane, butane, c'est-à-dire C2, C3, C4. C2H6, C3H8, C4H10. Ça ne fait pas des carburants. Ça fait des réchauds à gaz très sympathiques si vous voulez partir en camping. Ça fait de la matière première très sympathique pour faire du plastique. C'est la raison pour laquelle le shale gas, qui contient pas mal d'éthane, a donné un boom à l'industrie pétrochimique aux États-Unis. Ça ne fait pas de carburant. Par contre, ça fait un haut de courbe et qui croît. Donc on se dit, tiens, ça c'est plutôt sympa, sauf que ça a masqué le problème.
Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça des liquides de gaz? Parce que quand vous séparez le gaz-gaz, c'est-à-dire le méthane, des autres molécules qui y sont associées, éthane, propane, butane, tout ça sortant avec le gaz évidemment, hein, vous faites une distillation par le froid. Et comme le méthane liquéfie à une température inférieure aux molécules plus lourdes, eh bien quand vous amenez au bon point cryogénique, vous avez liquéfié tout sauf le méthane, et ces produits que vous avez liquéfiés, vous les évacuez de manière séparée, et ça s'appelle des liquides de gaz à cause de ça. Ça n'est pas liquide à température et pression ambiante. Ça n'est pas liquide. Donc vous n'en faites pas des carburants. Encore une fois, vous en faites des réchauds à gaz si ça vous amuse, mais pas des carburants. Donc vous ne faites pas avancer les camions, les voitures et les avions et les bateaux avec. Par contre, vous mettez ça dans les statistiques de production en disant tout va bien. La deuxième chose que vous sortez avec le gaz s'appelle des condensats, ou encore appelés des essences naturelles. Alors j'ai mis quoique parce que c'est des essences sauf que. Et ça s'appelle des condensats parce que c'est liquide à température et pression ambiante, et ça condense en tête de puits. C'est-à-dire que quand vous sortez le gaz qui contient sous forme de vapeur à ce moment-là, parce que le gaz il est sous forte pression et à température élevée dans les gisements, à ce moment ces produits sont gazeux dans le gisement, mais en tête de puits à température et pression ambiante, ils condensent. Et ça s'appelle des condensats. Ça, sous certaines conditions, une partie peut être incorporée dans l'essence. Mais si vous vous intéressez à ce qui n'est que du vrai pétrole, eh bien vous voyez un truc qui est totalement passé sous silence dans la presse mondiale, qui est que la production de vrai pétrole n'augmente plus depuis 2005. Je répète? Non, c'est bon? Ça n'augmente plus depuis 2005. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, le fait que ça n'augmente plus depuis 2005? Eh bien, la première conséquence, c'est que quand le gâteau est constant et que vous avez plus d'invités à la table, la part de chaque invité décroît. Et si vous avez en plus un des invités à la table qui décide d'être de plus en plus gourmand, et bien les autres, on est d'accord? C'est très exactement ce qui est en train d'arriver au pays de l'OCDE depuis 2006. Depuis 2006, l'approvisionnement pétrolier de l'OCDE est en décrue subi. Et j'insiste, c'est subi. C'est pas le génie de M. Borloo, de Mme Royal et consorts, et des Grunen et d'Obama qui fait que ça baisse. C'est la géologie qui a décidé d'être très mesquine avec nous, de mettre 50 millions d'années pour faire du pétrole, et qui fait que depuis 2005, ça ne sort plus de manière croissante. Parce que nous sommes, comme je le disais, au maximum, et nous n'y sommes pas par hasard, nous y sommes en héritage d'une tendance que je vous ai montrée ici, qui dure depuis un siècle et demi. Donc c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. On n'est pas en train de découvrir un machin en se disant « Oh putain merde, j'avais pas vu ça. Où avais-je la tête ?» Non, non, c'est pas une surprise. La bonne question est de savoir pourquoi on a refusé de le voir.